bienvenue pour cette quatrième édition de Fermentation poétique. Alors aujourd'hui, nous allons principalement parler de recueils de poésie, dont celui de Catherine Mansfield et de Harry Getz. Et si nous en avons le temps, nous parlerons de ceux de Anne Mounic et de Yves-Jacques Bouin, parus aux éditions Encre Vive. Alors, les recueils de poésie de Catherine Mansfield et de Harry Guest ont été publiés par l'atelier Guy Anne, dont Anne Mounic est avec Guy Brown à l'origine de cette création. Donc nous avons joint par téléphone Anne Mounic et à laquelle je vais poser quelques questions. Bonjour Anne. Bonjour et merci de passer un peu de temps pour l'atelier Guyane. On prononce Guyane comme le jeu de mots et on va jusqu'au bout. Voilà. D'accord, donc Guyane, d'accord. Oui, c'est ça, on prononce comme le pays, comme mais on écrit avec deux N quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait, d'accord. Donc je voulais vous poser quelques questions justement au sujet de cet atelier et puis des livres que vous avez publiés. Donc la première question en fait porte sur la création de cet atelier. Quand et comment vous est venue l'idée de cette création et est-il exclusivement dédié à la poésie? Oui, alors nous avons emménagé à Chalifert, qui est un tout petit village d'Île-de-France. Enfin, ça grandit un peu parce que nous ne sommes pas très loin de Disney, malheureusement. Ça grandit un peu en ce moment, mais enfin, ça reste la campagne. Donc, nous avons emménagé en 1992. Et là, effectivement, nous avons créé comme ça, dans les mots, l'atelier Guyane, avec nos deux prénoms, celui de Guy Braun, et puis le mien, Anne. Et puis, ensuite, quand nous avons pensé à éditer, nous sommes constitués en association. Et ça, c'était en 2013, quand nous avons publié nos catalogues, puisque alors nous sommes à la fois, nous avons construit la maison autour de la presse à graver. L'idée, c'était d'avoir un atelier, donc c'est pour ça que nous sommes éloignés de Paris. C'est pour les bienfaits de la campagne, parce qu'on travaille mieux à la campagne. On est moins dérangé, on a la vue sur les collines, et ça, donc l'imagination vagabonde et elle est entretenue en quelque sorte dans une atmosphère qui est propice. Et donc nous avons donc peinture, gravure. Mon mari donne des cours d'ailleurs dans le village d'à côté. Enfin, il donnait parce qu'en ce moment tout est interrompu. Nous avons des expositions. Il y en avait une qui était très bien, qui était au Château des Tourelles, au Plessis-Tréville en novembre, mais ça a été supprimé au dernier moment. L'auto était chargée et tout. Enfin bon, voilà les multiples péripéties des artistes en ce moment. Et nous avons ce volet aussi poésie, littérature, puisque bon, j'écris des romans, des recueils de poèmes, et puis aussi il y a un volet critique, puisque j'étais maître de conférence à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, pendant une bonne partie de ma carrière, et que donc j'étais enseignant-chercheur. Je suis toujours chercheur, mais je suis à la retraite de l'enseignement. Mon Dieu, en ce moment, je suis très contente de l'être. Donc en 2013, nous sommes constitués en association quand nous avons commencé donc le catalogue de Guy d'abord, qui s'appelle Anatomie d'un geste, surtout sur la gravure. Lui, il fait surtout de la gravure en ce moment. Et le mien, qui s'appelle Bleu singulier, que nous avons publié un an après. Et ensuite est venue une autre collection que nous avons appelée Le singulier dans l'instant, et où nous publions des recueils de poèmes. Alors, quand les catalogues, ce sont des catalogues poétiques, c'est-à-dire que, par exemple, je prends les gravures de Guy Braun, et j'écris des poèmes à partir des gravures. Ce qui est, disons, c'est peu habituel comme processus. Mais par contre, pour les recueils poétiques, il faut toujours qu'il y ait un accompagnement graphique, mais c'est pas, disons, l'illustration pied à pied, c'est simplement un accompagnement, une atmosphère que l'on essaye de garder autour d'une œuvre écrite. Alors, au catalogue, que ce soit les poètes, les traducteurs ou les illustrateurs, nous avons pour l'instant, là je lis la liste, Jean Val, Zelma Merbaum, Alexandre Gelman, Vyacheslav Ivanov, qui est un poète russe qui a passé la plus grande partie de sa vie à Rome, Gérard Abinsour, qui a traduit Vyacheslav Ivanov, Marc Sagnol, Liliane Clapiche, Gérard de Nerval, Louis-Albert de Mangeon, et les derniers, Harry Guest et Catherine Mansfield, et évidemment Guy Braun et moi.
Voilà donc notre catalogue. Et finalement, un catalogue comme ça se fait au fur et à mesure, comme ça, de rencontres, de choses qui nous plaisent, et ça s'amplifie petit à petit. Finalement, c'est assez agréable. Voilà. D'accord. Ah ben, c'est un très beau catalogue et vous avez une riche idée en fait en alliant la peinture, la poésie, c'est Oui. certain. Oui, je pense qu'il y a un répondant. Et finalement, si vous considérez écrire un poème, écrire un roman, ou même une œuvre critique, et dessiner, ça participe de la même chose. Et je voudrais insister, en cette période noire, sur le fait que ces activités-là ne sont ni superflues, ni inutiles. Ah non, non, je pense que c'est important à rappeler. Tout à fait. En fait, je dirais même que c'est presque essentiel, hein, puisque moi, il m'est venu l'idée justement pendant cette période noire de créer cette rubrique de fermentation poétique sur Internet. Donc, oui, bah oui. Voilà. C'est pas presque essentiel, c'est essentiel. Voilà. Hein? Ne soyons pas modestes. Ah oui. Donc, pour revenir au recueil de poésie, donc vous venez de publier donc Catherine Mansfield, hein, qui est surtout connue pour ses nouvelles, et dont on dit, enfin, je ne suis pas un spécialiste non plus, qu'elles sont faites plus d'observations que d'intrigues. Et celle que j'ai lue, effectivement, c'est ce qui est un peu donné à lire. Alors, pourquoi donc ce choix de traduire les poèmes de Catherine Mansfield? Les poèmes de Catherine Mansfield, ça faisait un moment que j'avais envie de les traduire. J'ai écrit sur Catherine Mansfield, hein. J'ai publié un livre sur elle en anglais, puis des chapitres dans mes livres français. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie de traduire les poèmes. Bon, je suis pas la première à avoir traduit ces poèmes, hein. Il y a d'autres traducteurs l'ont fait, mais je pense que si une œuvre poétique ou littéraire ou une œuvre artistique est unique dans sa création, pour les traductions, elles sont multiples et ça apporte quelque chose. L'idée d'une traduction unique, c'est à mon avis une erreur, parce que le traducteur fait passer d'une langue dans une autre, donc il apporte soi-même, il apporte son propre choix, sa subjectivité. Donc chaque traducteur, disons, met en valeur, met en relief une partie de l'œuvre. Et pour moi, quand j'ai écrit sur Catherine Mansfield, je n'ai jamais séparé, je vais expliquer pourquoi, je n'ai jamais séparé les nouvelles, les poèmes et même les lettres et le journal qui font partie, pour moi, intégrante de son œuvre. L'écrivain est le même, et même l'écrivain qui dessine est le même quand il écrit des poèmes, quand il écrit une pièce de théâtre, quand il écrit un roman ou quand il dessine. Pour moi, c'est la personne qui compte. C'est la personne qui agit, qui fait passer son énergie justement dans ce qu'elle crée. Alors ça va donner des poèmes, etc. Oui, quel que soit le vecteur utilisé. Des nouvelles, on la retrouve dans les poèmes. On retrouve exactement les mêmes choses. Alors quelquefois les poèmes sont antérieurs et ils annoncent des formes ou des métamorphoses qu'on va trouver dans les nouvelles, parce que c'est une œuvre métamorphique, c'est une œuvre où les choses se transforment. Hein. Et donc ça fait partie de l'œuvre. Et Vincent O'Sullivan, dont j'ai traduit l'introduction, parce qu'il avait publié les poèmes en anglais en 1988, il m'a autorisé à utiliser ses notes, je précise, hein, je dis bien notes de Vincent O'Sullivan, et puis après j'ajoute mon grain de sel, mais il m'a autorisé aussi à traduire son introduction. Lui indiquait qu'il fallait lire les derniers poèmes sur les poèmes de la souffrance. Si vous voulez, j'expliquerai. En même temps que les deux dernières nouvelles qu'elle a écrites en 1922, La mouche et le canari. D'accord. Vous voulez que je continue? Alors, donc on a ajouté La mouche et le canari. Là, pas en bilingue. D'accord, oui, j'ai vu. C'est bilingue, ça c'est un choix. Je trouve que c'est mieux d'avoir une édition bilingue, parce que ça permet aussi que les lecteurs aient l'original, hein, et puissent réfléchir sur la traduction.
la traduction. Alors, ces deux nouvelles, La Mouche et le Canari, ce sont donc les deux dernières nouvelles qu'elle ait composées qui soient entières, et ce sont les nouvelles de la fin, sa souffrance. On sait, tout le monde sait que Catherine Mansfield était malade, elle était tuberculeuse, elle en a souffert toute sa vie, donc elle a été beaucoup séparée de son mari. Elle s'est retrouvée sur la Côte d'Azur, à Bandol, dans ces régions-là, puisqu'on on soignait pas la tuberculose à l'époque, on la guérissait pas, tout du moins, on la soignait mais on la guérissait pas, et le climat méridional était plus favorable, disait-on, que les brumes de l'Angleterre. Donc elle a été souvent seule, elle a beaucoup, dans les poèmes on le sent, quand elle dit qu'elle se trouve à l'hôtel seule comme une étrangère, etc. Et donc c'est ce canari et cette mouche qui évoquent la souffrance de la solitude, de l'effort à surmonter quand même la douleur pour la mouche. Ce sont d'abord des nouvelles qui sont très belles, et puis qui relie justement, puisque vous disiez qu'elle était plus connue pour cette nouvelle, ce qui est vrai, qui relie avec l'œuvre en général. Oui, d'accord. Et justement, alors vous dites à son sujet que les choses inertes acquièrent une vie. Dans la plupart des poèmes donc, de Catherine Mansfield, elle se déploie, si je puis dire. Alors comment, enfin, je ne sais pas si on peut définir une poésie, mais comment, pour vous, l'interprétez-vous, en fait? Là, c'est une chose qu'on trouve dans les poèmes, comme on la trouve dans les nouvelles. Je vais vous lire le passage. C'est un passage d'un poème qu'elle a intitulé Lévès Amorès, d'après un titre qu'elle a emprunté à Arthur Symons, qui est un auteur de la période dite décadente. Voilà, je vous lis le passage en français. D'accord. Voici que chacun des oiseaux dans la frise qui enflait se mit à chanter. Voici que chaque rose sur le papier déchiré bourgeonna et se mit à fleurir. Oui, même la vigne verte sur les rideaux du lit se lia en étranges chapelets et guirlandes, se nouant autour de nous en un entrelac de feuilles, nous agrippant par un millier de vrilles tenaces. Et la jeunesse n'était pas morte. Alors, ces choses, auparavant, elle décrivait, c'était une chambre d'hôtel, elle la décrivait comme sordide, manquant de goût, terne, ça lui déplaisait complètement. Et puis, au moment où, avec son amie, elles se prennent dans les bras l'une de l'autre, alors là, le monde se transforme. Et on a la même chose dans la première nouvelle qu'elle a écrite sur l'enfance en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Prélude, et c'est pas toujours favorable. Quelquefois, les choses enflent parce qu'elles menacent. C'est le cas dans Prélude. Ou alors, les choses deviennent comme des manifestations d'une entente. Ça, c'est vrai dans Félicité. Le titre original anglais, c'est Bliss, Félicité. Et c'est vrai aussi dans une scène de Prélude. C'est-à-dire que c'est souvent des arbres. Des arbres sous la lumière lunaire, la pleine lune. L'arbre, disons, s'élançant quasiment vers la pleine lune, regardé par deux personnes qui dialoguent, qui trouvent une union à ce moment-là. Cet arbre devient un symbole de la traversée épique qu'est l'existence, interprétée par Catherine Mansfield. Donc, cette métamorphose, elle est là, elle est produite par les relations entre les gens, et évidemment, la relation qu'est l'œuvre elle-même. Il y a aussi une nouvelle qui s'appelle Feuille d'album, titre en français. À la fin, l'héroïne fait tomber un œuf, et le jeune homme qui la recherche, qui est quasiment amoureux d'elle, ramasse l'œuf. Il dit, vous avez fait tomber un œuf. Et l'œuf n'est pas cassé, évidemment. Et ça, c'est l'idée de la nouvelle, de cet esprit du récit, dont je parle beaucoup, qui reprend les choses, l'abolition du monde temporel, pour le renouveler dans le récit et le sauvegarder dans le récit. D'accord. Voilà. C'est très complet. Je pense que les auditeurs vont être encouragés à lire Catherine Mansfield, je l'espère. Ah ouais, c'est formidable. Moi, je suis inconditionnelle. Et c'est pareil. Je le comprends. C'est simple. Vous voyez, c'est une écriture
écriture en fait très poétique, oui. et métamorphique, Oui. ou poétique. Alors, le second recueil est donc... Une écriture qui pèse, vous voyez, Oui. et elle-même, son caractère ne pèse pas, alors que, bon, elle était malade, elle a vécu des choses très, très, très difficiles, mais jamais elle n'a cette espèce de, vous savez, cette pesanteur tragique, égocentrique qu'ont certaines gens. Oui, où la douleur prend le dessus par rapport à son écriture, en fait, elle sait prendre distance. Et la douleur devient une sorte de justificatif, vous voyez, qui pèse. Non, ça, c'est pas elle. C'est pas elle, voilà. Alors, le second recueil donc, est de Harry Guest. Ouais. Donc, je découvre en fait cet auteur et j'ai dit que l'écriture me semblait à la fois dense et légère, mais peut-être le mot légère, comme vous dites, est peut-être pas exact, c'est plutôt fluide. Et il écrit donc sous la forme d'haïku. Alors, aussi, cette question, qu'est-ce qui vous a attiré dans sa poésie et comment l'avez-vous découvert en fait? Alors, Harry Guest, j'ai connu à l'époque où nous avions Temporel et où nous avons toujours peut-être. J'ai traduit ses poèmes déjà dans un premier temps pour les deux revues, pour Temporel, qui est une revue en ligne, et pour peut-être que la revue de l'Association des Amis de l'œuvre de Claude Vigée, dont je m'occupe depuis bientôt 15 ans. D'accord. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Et c'est Anthony Rudolph qui est le traducteur de Claude en anglais, un traducteur aussi de Yves Bonnefoy et de Edmond Jabès, qui nous a mis en relation. Et Harry Guest est un personnage tellement délicieux que, bon, je dirais, il a lui-même traduit certains de mes poèmes et publié ses traductions. Il l'a fait aussi pour nombre de gens. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui ne s'enferme pas en lui-même et qui est très ouvert, non seulement sur sa propre famille, mais sur d'autres poètes. Et il n'a pas vous voyez, cet égocentrisme qu'ont certains poètes. Bon, je suis méchante là. Non, ma foi. C'est pour ça que je lui ai proposé de traduire son dernier recueil. Et puis on a mis aussi les poèmes que j'avais traduits pour Temporel et pour peut-être. Alors le haïku, oui, bien sûr, il utilise le haïku. Il n'y a pas que ça. Non, enfin, il n'y a pas que ça. Non, dans ces poèmes, il n'y a pas que ça. Des formes qui sont typiquement anglaises, comme le limerick. Le limerick, c'est un poème un peu ironique, sarcastique, un peu grivois aussi. Il utilise tout ça. Mais le haïku, c'est parce que Harry Guest a enseigné au Japon. Donc le haïku, il sait ce que c'est. Pas seulement la mode de gens qui ne connaissent pas le japonais, mais lui, il a enseigné au Japon, il connaît le japonais, il connaît aussi l'allemand, et il a soutenu une thèse à la Sorbonne sur Mallarmé. Donc vous voyez, il est très ouvert aussi sur les langues. J'avoue que le haïku est très difficile. En fait, enfin pour moi, j'estime que c'est une forme très difficile à manier et puis à appréhender. C'est une forme rigoureuse en plus. Oui, tout à fait, oui. C'est une forme rigoureuse, il vaut mieux le savoir. Actuellement, c'est un peu à la mode, et puis quelquefois c'est une facilité, un peu, parce que bon, ça fait un petit poème court. Bon, mais le haïku, il y a des règles prosodiques qui sont disons l'alternance de 5 et de 7 accents. Enfin, c'est très rigoureux. En fait, le haïku, c'était une partie d'un poème plus long dans la tradition japonaise qui a été séparée. Et en plus, avec le haïku, il faut à chaque fois qu'il y ait la suggestion d'une saison. Donc, ça c'est aussi très important. Donc ça veut dire que ce sont des poèmes qui sont qui unissent la subjectivité et le monde dans lequel nous vivons. D'accord. Voilà. Oui, donc alors légère, j'avais un peu tiqué sur cette question, parce que c'est plus fluide. Il y a eu dans les derniers poèmes de Harry Guest, le poids de l'âge, de la fin, quoi. Mais toujours effectivement sans cette pesanteur. Voilà, c'est dans ce sens-là, hein, plutôt que dans le sens léger. Oui, c'est ça. Puis il y a de l'humour en plus. Voilà, tout à fait. Bien, quoi. Voilà, c'est quelqu'un. Bon, nous sommes en relation épistolaire, nous continuons nos relations. Il a été très heureux du. Il habite toujours au Japon ou alors Ah non, il est en
Angleterre. L'Angleterre Oui, il est maintenant. en Angleterre. D'accord. Et À Exeter, il habite, exactement. d'accord. J'aurais donc une autre dernière petite question, puisque vous êtes vous-même poétesse, hein. Donc Oui, ou poète. ou poète, C'est ça. oui, mais maintenant on Au n'ose féminin, plus, on sait bon, plus bref. si on a le droit de tout mettre comme on le faisait avant, ou alors s'il faut féminiser tous les mots. Enfin bref. Ouais, bon. De toute façon. Alors, en lisant ces recueils et puis les préfaces, donc j'ai vu que ce que vous avez écrit, et vous dites à un moment donné la rumeur de la vie muette au profond de soi. Alors, ça me semble très juste. J'ai trouvé ça très très intéressant. Et vous écrivez également dans la préface donc à Catherine Mansfield, si je me trompe pas, l'auteur se choisit dans l'acte d'écrire, mais ne se crée pas. Alors, la question qui me vient, le poète serait-il étranger en ce cas face à lui-même, face à la feuille blanche? Est-ce que c'est ainsi que je dois interpréter votre pensée, ou alors est-ce que quelque chose d'autre m'a échappé? Alors, oui, la question est vraiment excellente, hein, ça vise juste. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de répondre. Au Voilà. cœur des préoccupations. Effectivement, je ne crois pas que nous soyons scindés. Déjà, ça m'agace beaucoup quand des gens parlent de mon corps. Parce que quand on dit mon corps, c'est comme si on était séparés de soi-même. Tout à fait. Pour moi, il n'y a pas l'esprit et le corps, il y a une personne qui est une unité. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait, oui. Catherine Mansfield. C'est-à-dire, nous sommes une unité. Mais alors, évidemment, tout n'est pas conscient dans ce que nous sommes au moment donné. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas conscient, ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ça n'existe pas. Tout à fait. Je dois ça au philosophe Michel Henry. Hein. Ça, il a beaucoup réfléchi là-dessus, justement en critiquant la vision freudienne de l'inconscient de cette façon-là. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible et que ce n'est pas conscient que ça n'existe pas. Et justement, je crois que l'artiste ou le poète fait remonter tout ce qui est en nous, un murmure qui existe avant ce retour sur soi de la conscience. La vie existe avant que nous en prenions conscience, ne serait-ce que dans notre histoire. Donc, et la vie existe en nous avant que nous décidions de prendre la plume ou de prendre un crayon pour en rendre compte en quelque sorte. Et donc on se met à l'écoute de ce qui n'est pas formulé, de ce qui monte et qui va par le rythme, par disons la souplesse de la phrase, jusqu'à la conscience et surtout jusqu'au mot juste. Il faut que ce soit juste et ce n'est juste que dans l'instant. Donc dans l'instant où cette espèce d'énergie monte et permet d'irriguer toute la personne. Et c'est ça le bonheur de l'œuvre artistique. Et ça, c'est vrai quand on dessine et c'est vrai quand on écrit. Tout à fait. Et c'est vrai aussi quand on écrit des ouvrages critiques. Parce qu'on se met dans une espèce de réceptivité par rapport à l'œuvre et qu'on ne retrouve pas, disons, à froid. Hein. Et il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'échange, de réactivité. Et c'est la même chose quand on écrit. Donc on fait venir des choses qui c'est pas de l'indicible, c'est pas ça. Hein, parce qu'on le dit, mais si on ne le dit pas, ça n'existe pas. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, et je prétends que justement, on dit l'intime. L'intime, ça veut dire le très intérieur. Hein. C'est le sens que je donne à ce mot, c'est le sens étymologique. Ce très intérieur que nous avons et que la littérature, que les arts, disons, mettent en relief, mettent au jour, à mon avis, n'existerait pas s'il n'y avait pas justement cet esprit du récit. Hein. L'esprit du récit, pour moi, c'est justement l'historicité de cette intériorité, de cette vie spécifiquement humaine, de ce temps modelé, de ce devenir modelé selon l'œuvre humaine. Et cet intime n'existerait pas s'il n'y avait pas ce retour de la conscience sur ce qui la précède, c'est-à-dire la vie en nous. La vie en nous, alors c'est un paradoxe, elle est à la fois complètement particulière, complètement individuelle,
mais elle s'ouvre vers un tu, elle s'ouvre vers la relation, et pour moi, elle devient singulière. Je fais une différence entre individuel et singulier. Elle devient singulière parce qu'elle s'est ouverte, elle sort des limites égocentriques, des limites fermées du moment présent, pour reconvertir le passé dans l'avenir au moment présent de l'œuvre. Et donc cette vie se connaît ainsi. Mais sinon, ça n'existerait pas. D'accord. Je partage tout à fait ce que vous avez dit et c'est très intéressant. Alors, donc maintenant, je voulais lire quelques poèmes et donc je vous remercie, Anne, pour votre présence C'est moi qui vous remercie. et vos réponses. Alors, donc, je souligne aussi que les livres, les deux recueils sont agrémentés d'illustrations donc de vous-même et de Guy Brown. Et de belles illustrations. Si je peux, j'ai montré le livre à la caméra, je tâcherai peut-être d'en mettre lors du montage. Alors, je vais lire quelques poèmes d'abord de Catherine Mansfield pour donner un aperçu donc à nos auditeurs. Alors, le premier, c'est « Voici mon univers ». Voici mon univers, cette chambre qui est la mienne, c'est ici que je vis, et ici je vais mourir. Tout ce qui m'intéresse est ici, finalement. Les heures passent vite. Voyez ces étagères, rien que des livres, diriez-vous, mes amis. Je puis vous dire tous sans exception, tristes la plupart, gais quelques-uns, et mes tableaux qui couvrent le mur. Oui, c'est un doré, là où je m'assois. Le soir, avec mes livres ou mon travail, je vois la lumière qui tombe et le sublime. Et je regarde, et cela me fortifie. Ah, dans ce placard, le trésor de musique dont je suis avare. Touchez-le, liasse par liasse, élixir de vie. Plus encore, c'est pour moi le ciel, en bref. Et voilà mon violoncelle, ce que j'ai de plus cher. Ah, mon aimé, tu te tiens silencieux. Si je laisse tomber l'archer avec tout ce qu'il y a de douceur, voici sous ma main la magie. Et un soir d'hiver, quand le feu a faibli, nous nous réconfortons l'un l'autre, jusqu'à ce qu'il semble que la nuit au dehors, tout de froid et de neige, est le fantôme d'un rêve du lointain passé. Voici mon univers, cette chambre qui est la mienne, c'est ici que je vis, ici je vais mourir. Tout ce qui m'intéresse est ici finalement. Les heures passent vite. Et un second, c'est la mort d'une rose. C'est une sensation inoubliable que celle d'être assis dans la solitude, dans la pénombre, et d'observer la lente mort, tendre et ombreuse d'une rose. Oh, voir la perfection des pétales parfumés se modifier, tout ce qu'il y a de plus légèrement, comme si une mince flamme avait posé sur chacun un baiser avec son haleine chaude. Et là où saignèrent les blessures, la couleur gagne en farouche intensité. J'ai devant moi une telle rose, dans un verre fin et clair, et derrière elle une petite touffe de feuilles écarlates. Hier, elle était dorée, d'une beauté virginale, sereine, éplorée. Elle était saine et robuste, le parfum frais et revigorant. Aujourd'hui, elle est lourde, alanguie, par l'amour de 1000 choses étranges qui, attirées par l'or de ma bougie, vinrent aux heures violettes, la baisèrent fiévreusement sur la bouche et l'absorbèrent entre leurs belles lèvres, avec un désir passionné, déchirant. Et désormais, elle meurt, et j'écoute, car sous le pli de chaque pétale se tient le fantôme d'une mélodie défunte, aussi frêle et pleine de suggestions qu'un rayon de soleil sur l'ombre d'un étang. Ô divine, tendre rose, ô mort exotique, fuyante, délicieusement vague. Des sanglots et des halètements laborieux, des hurlements rauques et gutturaux, et des grossiers mouvements répugnants du corps de l'homme mourant. Je m'éloigne, et, en souriant, m'incline vers toi, observant ta mort délicate, raffinée. Et ensuite, je vais lire quelques poèmes aussi de Harry Guest. Alors, crépuscule, soir vert, un immeuble nous cache le couchant.
Notre maison assombrit une pommeraie. Elle ne nous appartient pas non plus. Art. Le peintre prend un paysage comme projet d'étude, abandonne ce qui prêterait à confusion, déplace les arbres et les rochers encombrants qui perdent le rôle qu'ils jouaient et ne peint plus qu'un rêve. Oiseau. Un cardinal d'un éclair pénétra le lierre qui couvrait la maison d'en face. En vain attendis-je qu'il réapparaisse. Nous nous en allâmes le lendemain. Ce jeune être ondoyait au vent. Une douzaine de moineaux pipelettes envahirent l'arbre, laissant le ciel vide. Le sommet atteint après 9 heures, roche noire affleurant la neige. Plus de 3000 mètres, un corbeau croissant à l'adresse du soleil. Et un autre poème qui fait partie du titre Autre poème. 3 oiseaux. Une mouette grise sur l'alignement de menus rochers invisibles à marée haute flânait et picorait en vain, semblait-il. Le ciel à la renverse en amont sur l'éclat argenté se répandit, sans trop de brutalité, laissant intacts les roseaux sur les 2 rives. Un cormoran sur une eau plus calme se silhouetta comme un T, le cou reflété. Puis un cygne, sans souci descendit le courant, autre T, son cou se dressant, vertical, tel un solide mât. Aucun ne s'impatienta de l'autre. Quelle leçon pour l'humanité! Le cygne, en se hissant sur la roche, perdit son élégance avec tant de maladresse. On s'accusait de regarder. Il dérapa, empoté, sur ses pieds palmés jusqu'à toucher l'eau un peu plus loin. Alors il souleva les ailes et s'éloigna en flottant, majestueux, sur le courant pour atteindre des parages où il se trouverait faire moins piètre figure. La mouette en piquant s'envola, alors que j'avais les yeux tournés au moment du déjeuner, le mien, avant de regagner en cercle le même endroit, là où auparavant elle avait tenté de fouiller, en vain cette fois-ci encore. Le cormoran d'un coup d'aile prit le large. Voilà, j'espère que ces recueils vous plairont. Voilà. Merci, vous lisez très très bien, c'est très beau. Je voulais dire aussi que Voici mon univers, je l'avais choisi comme titre du recueil complet. D'accord. Je trouvais que c'était parlant, c'était ça finalement. Oui, la poésie, c'était Voici mon univers. Oui, c'est un très beau poème. Hein. Enfin bon, j'ai fait un choix, évidemment, donc les choix sont toujours subjectifs, mais celui-là est particulièrement. C'est un poème qu'elle a écrit très jeune, hein. Très très jeune, ouais. D'accord. Donc voilà, le 4e numéro donc, de Fermentation poétique va s'achever. Alors je vais vous donner les adresses donc, de l'atelier Guyane, dont on vient de parler. Alors 47 bis rue Charles Vaillant, 77 144 Chalifert. L'adresse mail de l'association est association@atelierguyane.info. Et enfin, il y a le site de Temporel, de la revue temporel.fr, Anne-Monique. Voilà, j'espère avoir été complet. Par contre, je m'excuse donc de ne pas parler des recueils donc, de vous-même, Anne, et puis de Jacques Gouin, mais ils seront présents dans le numéro 5. Voilà, donc je remercie tout le monde, et puis bonne écoute, et à bientôt.